Quelques instants après la fécondation, une cellule flotte dans l'utérus. C'est un futur félin, un prédateur en cours de fabrication. De cette cellule pourrait naître un lion suffisamment fort pour mettre à terre un buffle de 500 kg. Ou un chat, avec une ouïe assez fine pour entendre les pas d'une souris. Pour cette grande première télévisuelle, nous allons suivre deux félins très différents, de leur conception à leur naissance. Des images et des animations exceptionnelles, des modèles scientifiquement parfaits. De remarquables échographies en 4D qui montrent pour la première fois un embryon de lion et des chats qui courent et s'étirent avant la naissance. De dents suffisamment fortes pour casser des briques, jusqu'à l'oreille interne des chats qui leur donne cet incroyable équilibre. Voici l'histoire de deux êtres très distincts, en direct du ventre de leur mère. Au cours des 110 prochains jours, ce minuscule fœtus va devenir un lionceau, pendant que celui-ci donnera un chaton en 2 fois moins de temps. Leur histoire commence par un acte d'une agressivité surprenante. Chez les félins, l'accouplement est douloureux. Ce ne sont pas les morsures qui font mal aux femelles, mais le sexe de leur partenaire. Il est hérissé de plus d'une centaine de crochets d'1 millimètre de long. Ces crochets sont formés de kératine, une protéine fibreuse et dure que l'on trouve généralement dans les ongles et les griffes. Au moment du retrait, ils labourent les parois du vagin. Ces crochets ont 2 fonctions. Ils effacent les éventuelles traces de sperme de concurrents et stimulent l'ovulation. Le cerveau des lionnes et des chattes réagit à cette douleur en libérant une hormone qui déclenche la maturation des ovules dans les ovaires. Elles doivent s'accoupler au moins 4 fois pour que la concentration d'hormones soit suffisante pour faire pleinement mûrir leurs œufs. Plus elles ont de rapports, plus elles ont de chances d'être fécondées. Malgré ce désagrément, la plupart des félins ont une vie sexuelle étonnamment riche. Lorsqu'elles sont en chaleur, les lionnes s'accouplent à une cadence infernale, jusqu'à 100 fois par jour et uniquement avec les mâles de leur troupe. Les lions sont les seuls félins à vivre en communauté. Ils vivent dans des groupes allant de 2 à 30 femelles apparentées et de 1 à 6 mâles. Les chats sont différents. Ce sont de grands solitaires, et les femelles s'accouplent au plus grand nombre d'étrangers possible. L'acte ne dure que quelques secondes. Ensuite, la chatte se roule sur le dos, sans doute pour permettre au sperme de se répandre jusqu'au fond de l'utérus. Commence alors une véritable course contre la montre pour les spermatozoïdes. Ils doivent d'abord traverser un épais voile muqueux. En temps normal, ce voile protège la femelle des infections, mais cette fois, c'est un obstacle que seuls les plus forts parviendront à passer. Des globules blancs patrouillent dans le coin. Leur mission ? Détruire tous les corps étrangers qu'ils rencontrent.
C'est un voyage très risqué. Seul 1% des spermatozoïdes arriveront à destination et seuls quelques-uns réussiront à féconder un ovule. Il n'y a pas que l'organisme de la femelle qui pose des problèmes aux spermatozoïdes. 1/5 du sperme des chats n'est tout simplement pas viable. Et chez les lions, presque la moitié des spermatozoïdes présentent des anomalies. Certains ont plusieurs têtes, d'autres 2 queues, et beaucoup sont incapables de se déplacer. La médiocre qualité du sperme des lions est due aux unions consanguines. Quand 2 individus d'une même famille ont des petits, la qualité du sperme en pâtit. Les scientifiques pensent que la longue période glaciaire survenue il y a 200 000 ans a considérablement réduit la population de lions. Le choix s'étant considérablement limité, les lions ont dû se reproduire en famille, d'où une perte importante de diversité génétique. Les choses se sont améliorées depuis, mais la médiocre qualité de leur sperme témoigne de ce passé difficile. À l'intérieur de nos 2 femelles, les rares spermatozoïdes survivants atteignent l'utérus 30 minutes après l'accouplement. Là, ils rencontrent un autre problème. Les ovules n'arriveront à maturité que dans 36 heures. Lorsqu'ils s'en aperçoivent, les spermatozoïdes vont se blottir dans les cavités de la paroi utérine où ils patientent le temps nécessaire. Enfin, les ovules jaillissent des ovaires. Les spermatozoïdes, tout revigorés, sont prêts à agir. Le calcium qu'ils ont pris sur les parois utérines les aide à se déplacer plus vite. Ils s'en détachent et foncent bille en tête. Ils doivent faire vite, car un ovule mûr n'est viable que 24 heures. Au bout de 2 jours et demi de marathon, le premier spermatozoïde atteint enfin l'œuf et, dans un ultime effort, s'y enfonce. La membrane de l'ovule se durcit pour bloquer l'accès aux autres prétendants. Tout ça pour ça. C'est un moment clé. L'utérus de la chatte et de la lionne ne contient plus des spermatozoïdes et des ovules, mais des embryons, de futurs chatons et lionceaux âgés de quelques secondes. Six jours plus tard, les embryons forment des masses de cellules indifférenciées appelées blastocystes, qui flottent librement dans l'utérus. Pour continuer de se développer, ils doivent se fixer sur la paroi utérine. C'est moins facile qu'il y paraît. Si 2 embryons se mettent trop près, ils vont se gêner en grossissant. C'est pourquoi les blastocystes libèrent des stéroïdes qui, en contractant les muscles de l'utérus, les propulsent en avant pour bien les espacer. Lorsqu'un blastocyste touche la paroi utérine, il s'accroche et libère une enzyme pour empêcher les autres de s'installer près de lui. Ces amas de cellules microscopiques contiennent le code génétique complet de l'animal qu'ils vont former. 7 chatons et 3 lionceaux vont maintenant se développer dans le ventre de leur mère. « 15 jours après la fécondation, un placenta commence à se former dans la femelle. Ce sera le seul lien physique entre la mère et ses petits.
C'est par lui que vont passer l'oxygène et les nutriments destinés aux embryons et les déchets qu'ils renvoient vers la mer. Au bout de 20 jours, l'embryon a déjà pris la forme d'un C, d'où émergeront la tête, le corps et la queue de l'animal. Chaque embryon est enfermé dans une poche distincte. Bien qu'ils soient de la même portée, ces 7 embryons peuvent avoir des pères différents. Les mœurs dissolues de leur mère peuvent en effet donner lieu à toutes les hypothèses. 4 portées de chat sur 5 ont plusieurs géniteurs. Ce n'est pas le cas des lions. Chez eux, le mâle reste en général avec la femelle pendant toutes ses chaleurs pour être sûr que tous les petits seront de lui. Chez les félins, la domination masculine commence apparemment très tôt. On s'est en effet rendu compte que la testostérone fabriquée par les embryons mâles passe dans le liquide amniotique et le sang de la mère pour atteindre le reste de la portée. Certains scientifiques pensent même que quand une femelle se retrouve entre 2 mâles dans l'utérus maternel, elle fait preuve d'un comportement plus agressif que la normale à l'âge adulte. Au 21e jour, les embryons ont la taille de grains de raisin. Ils ont une tête et une queue rudimentaires, mais rien qui puisse distinguer les chatons des lionceaux. En fait, beaucoup d'embryons de mammifères ont cette apparence à ce stade, même les humains. Les premiers organes commencent déjà à apparaître. L'esquisse de structures en cours de formation. Ce renflement foncé dans la partie supérieure de l'embryon est l'ébauche du cœur. Pour le moment, il est aussi petit qu'une tête d'épingle. La première échographie de la chatte nous réserve une surprise. C'est le bruit du cœur d'un embryon de 3 semaines qui bat au rythme incroyable de 230 pulsations par minute. Ce rythme va se ralentir au fur et à mesure que l'embryon grandira. À l'âge adulte, il battra 2 fois moins vite, c'est-à-dire à 140 pulsations par minute. À J+21, notre chatte se prépare à devenir maman. Ses tétines ont déjà gonflé. Il lui arrive même d'avoir des nausées le matin à cause de variations hormonales, comme les femmes. À J+21, la lionne n'a pas l'air pleine. Il serait impossible de suivre l'évolution de ces embryons en pleine nature. Mais ces lions vivent dans une réserve africaine. Là, les vétérinaires peuvent suivre la future maman de près et, grâce aux nouvelles technologies, obtenir des images inédites de sa gestation. À l'aide d'un appareil échographique portable, ils vont pouvoir pénétrer dans les entrailles de la lionne. Voici pour la première fois au monde des images en 4D de l'utérus d'une lionne enceinte. Elle nous montre les premiers stades du développement des embryons. Une petite tête s'est formée, mais on ne voit pas encore le cerveau. Le point noir indique la zone où un œil est en train de se former. Bizarrement, chaque embryon se balance dans une structure en forme de hamac, une caractéristique que les scientifiques n'ont vue chez aucun autre animal.
Ils pensent qu'elle résulte de la nécessité qu'ont les lionnes de chasser. Terrasser du gros gibier est un acte violent et dangereux. Ce hamac agit peut-être comme un amortisseur pour le fœtus. Une échographie classique montre un détail auquel les chercheurs ne s'attendaient pas. Un épais revêtement onduleux sur la paroi utérine, un revêtement 4 fois plus important que chez les chats. C'est aussi probablement pour protéger des coups les embryons pendant la chasse. Les 3 embryons dans l'utérus de la lionne et les 7 dans celui de la chatte vont donner de grands chasseurs. Toutes les caractéristiques propres aux prédateurs commencent à apparaître. « 28e jour. Les doigts des pattes de ce petit chat commencent à se séparer. 7 conglomérats de cellules sur chaque patte vont former des coussinets qui lui permettront de marcher sans faire de bruit. Entre ces coussinets, d'autres cellules vont donner des poils d'une densité sans pareille sur le corps d'un chat ou d'un lion. Les racines de ces poils, reliées par un riche réseau de terminaisons nerveuses, vont rendre leurs pattes extrêmement sensibles au toucher. Elles leur permettront de détecter les vibrations faites par leur proie en se frayant un passage dans la végétation ou en se cachant dans les broussailles. Les fœtus se développent rapidement. Ils acquièrent peu à peu des sens très aiguisés qui font le succès de leur famille. L'un des plus affûtés est Louis. 30 muscles sont en train de se former pour soutenir leurs oreilles, contrairement à 6 chez l'homme. Comme le fait la parabole d'un satellite, ils peuvent faire pivoter leurs oreilles à 180 degrés pour les pointer vers la source du bruit. Le nerf auditif des chats contient 20 000 fibres de plus que le nôtre. Leur ouïe est si fine qu'ils peuvent entendre les pas d'une souris à une dizaine de mètres. Et ils peuvent entendre les ultrasons comme les petits cris des rongeurs qui sont 2 octaves plus hautes que la voix humaine. L'oreille des chats est une merveille de technologie. Elle n'est pas seulement dédiée à l'écoute. Elle contrôle aussi une autre de leurs aptitudes, un don qui nous a toujours fascinés. Un chat perché sur un toit. Il est peu probable qu'il tombe, mais s'il le fait, il a toutes les chances d'atterrir sur ses pattes. Sur le fœtus, l'oreille externe entièrement formée est repliée pour protéger l'oreille interne qui n'est pas encore terminée. C'est crucial car 3 importantes structures appelées canaux semi-circulaires sont en train de s'y développer. Contrairement aux nôtres, leurs canaux forment une figure en 3D parfaite pour envoyer au cerveau des informations précises sur la position du chat et la façon dont elle se modifie. Quand un chat tombe, sa tête tourne. Le fluide dans les canaux se déplace et fait ployer les millions de poils sensoriels qui tapissent leurs parois. Les poils envoient alors des messages au cerveau qui réagit en actionnant des muscles précis pour ajuster la position du corps. Après, tout est une question de souplesse. Et les chats en ont. Le squelette de cet embryon est déjà en train de se former. 247 os, soit 41 de plus que nous. Ces os supplémentaires se trouvent principalement dans la colonne vertébrale et la queue, ce qui leur donne cette incroyable élasticité. De plus, les chats ont des clavicules atrophiées. Elles sont remplacées par de puissants muscles qui relient le sternum à l'épaule pour les rendre encore plus agiles.
Quand ils tombent, le squelette, les muscles et les oreilles des chats œuvrent en parfaite harmonie. Le reste du corps suit et ils retombent sur leurs pattes. Pendant que l'oreille interne se forme, un autre système sensoriel ultra performant apparaît dans le museau du chaton. Sous la peau pousse un riche réseau nerveux tandis qu'à la surface, de minuscules points apparaissent marquant le futur emplacement des moustaches. Si les chats ont une telle perception de l'espace, c'est grâce aux follicules de leurs moustaches qui sont plantés 3 fois plus profondément que le reste de leur pelage. Le réseau complexe de terminaisons nerveuses autour de chaque moustache va les rendre extrêmement sensibles au toucher. Ces moustaches vont avoir une amplitude égale à la largeur de leur corps, ce qui leur permettra de savoir s'ils peuvent tenir dans certains endroits. Quand leurs moustaches ne touchent pas les bords d'une ouverture, les chats savent que leur corps va passer. Curieusement, d'autres poils tactiles, appelés poils carpiens, commencent aussi à pousser à l'arrière des pattes antérieures du fœtus. À l'âge adulte, ils informeront le cerveau sur la position du corps du chat quand il traquera ou chassera ses proies. Ces poils apparaissent parfois sur les fœtus humains, mais ils tombent avant la naissance. « 38 jours après la conception, la formation du système nerveux et musculaire du chat s'accélère. Ces mouvements se font plus dynamiques. Pour la première fois à la télé et grâce à l'échographie en 4D, voici des fœtus s'entraînant pour leurs futures activités. Ils s'étirent, grattent leurs pattes et semblent même courir après des proies imaginaires. Maintenant, à l'étroit dans l'utérus, ils se poussent, se cognent et se donnent même des coups de tête. Les fœtus doivent aussi se protéger. Leurs organes les plus vulnérables sont les yeux, auxquels les félins doivent leur talent de chasseur. Pour le moment, leurs paupières sont complètement closes. C'est parce que leurs reins déversent déjà de l'urine dans le liquide amniotique. Leurs yeux restent donc fermés jusqu'à la naissance pour que leur cornée ne s'abîme pas. Quand leurs yeux s'ouvrent enfin, ils sont énormes par rapport à leur tête. C'est comme si on avait des yeux gros comme des balles de tennis. Les chats et les lions vivent en partie la nuit, et avec leurs grands yeux, ils captent mieux la lumière. Ils ont une excellente vision nocturne. Ils voient avec seulement 1/6 de la lumière dont nous avons besoin. Mais la taille de leurs yeux n'explique qu'en partie ce phénomène. Leur véritable secret se dissimule dans une couche de cellules réfléchissantes qui se forme à l'arrière des yeux du fœtus, derrière la rétine. Cette couche de cellules agit comme un miroir qui, quand la rétine ne peut pas capter toute la lumière, la renvoie une seconde fois sur les cellules réceptives. Cela double presque la quantité de lumière que les yeux des chats et des lions peuvent capter. Et cela explique aussi la lueur qui apparaît quand ils passent dans une source lumineuse.
Dans le ventre de la chatte, les 7 fœtus grandissent vite. Les futurs lionceaux ont beaucoup plus de place car ils ne sont que 3. À cela, rien d'anormal. Les lionnes ont moins de petits car la nourriture est rare. C'est une façon d'accroître leurs chances de survie. Les bébés de la lionne ont effectué plus d'un tiers de leur séjour dans le ventre de leur mère. Les chatons, eux, en ont effectué les 3/4. À ce stade, les lionceaux et les chatons se ressemblent beaucoup, même si le développement des chatons est visiblement plus avancé. Il ne reste plus que 13 jours pour que les grandes différences entre les deux races apparaissent, c'est-à-dire le temps qu'il reste aux chatons avant de naître. « 50e jour. Les différences physiques entre les lionceaux et les chatons sont évidentes. Grâce à ces dissemblances orchestrées par les gènes, les scientifiques ont pu savoir à quel moment ils se sont mis à évoluer différemment. On ne connaît pas leur ancêtre commun, mais des travaux génétiques ont permis aux chercheurs de calculer que tous les membres de la famille des félins proviennent d'une seule et unique espèce qui vivait en Asie il y a 10 millions d'années. Les chats et les lions se sont peu à peu éloignés de cette branche commune et ont évolué pour s'adapter à leur environnement. Les différentes races de chats domestiques sont étonnamment récentes. On n'a commencé à en créer qu'après 1859, époque à laquelle Darwin a fait paraître sa théorie de l'évolution. Un engouement pour le croisement des chats s'en est suivi et une course au trait le plus étonnant et au plus beau pelage. « 150 ans plus tard, il en résulte 40 espèces différentes. Et on en connaît presque toutes les origines. Il suffit de modifier seulement 15 gènes sur les plus de 20 000 qui composent un chat pour obtenir d'importantes différences de couleur. C'est un chaton chauve né dans les années 1960 qui a donné la race des sphinx. Une chatte née dans l'Oregon en 1982 est devenue la mère du Laperme, le premier chat frisé. Notre future maman est aussi le fruit d'une sélection génétique. C'est un chat du Bengale, une espèce créée en Californie dans les années 1970 à partir d'un croisement de chats sauvages d'Asie et de chats domestiques pour obtenir un petit léopard apprivoisé. « 52 jours après la fécondation, le futur chaton se comporte déjà comme il devra le faire dans la vraie vie. Sa gueule s'ouvre et ses poumons se gonflent comme s'il s'exerçait à respirer. Pour le moment, tout l'oxygène provient du placenta. Quand il ouvre la gueule, ses poumons se remplissent de liquide amniotique. Cela lui donne le hoquet, comme un fœtus humain. C'est bon signe. Cela montre que ses réflexes se développent correctement.
Plus étonnant encore, des chercheurs ont vu des fœtus de chats se passer la patte devant la bouche, comme s'ils s'entraînaient déjà à faire leur toilette. Les félins passent près d'1/6 de leur temps à se laver. Ils utilisent leur langue comme un peigne pour enlever toute trace d'odeur ou de sang qui pourrait trahir leur présence quand ils chassent. L'odorat est un sens primordial pour les proies comme pour les chasseurs. Quelques 200 millions de minuscules poils poussent dans la cavité nasale du bébé. Ils sont programmés pour envoyer au cerveau des informations sur les molécules olfactives qu'ils capteront. Ces récepteurs s'étalent sur 20 cm², soit une zone 10 fois plus grande que chez l'homme. C'est pourquoi leur odorat est 30 fois plus fin que le nôtre. Mais ce n'est pas le seul organe sensoriel des chats et des lions. Les félins bâillent souvent à s'en décrocher la mâchoire. C'est dans le cas des mâles pour savoir si une femelle est en rut. En effet, en inspirant doucement l'air et en le faisant passer dans 2 poches de fluide situées sur leur palais, ils sont capables de détecter leurs phéromones. Cet organe sensoriel très spécialisé est déjà en train de se former dans l'embryon. Son unique tâche sera de prévenir le cerveau de la présence de ces fameuses phéromones. Le fœtus est aussi en train d'acquérir le sens du goût. Sa langue est déjà munie d'environ 70 papilles gustatives. Après la naissance, elles vont passer de 70 à 500. Cela semble beaucoup si on ignore que la langue humaine en compte jusqu'à 9000. Les félins n'ont pas seulement le palais moins fin que nous, il y a un goût qu'ils n'arrivent tout bonnement pas à sentir. Les chats font la différence entre le salé, l'amer et l'acide, mais pas le sucré. Les scientifiques pensent que comme ce sont des carnivores et que les aliments sucrés comme les fruits ne font pas partie de leur alimentation, ils n'ont pas besoin de ces récepteurs. C'est pourquoi les félins sont insensibles au sucré. Aux 3/4 de son développement, une drôle de caractéristique apparaît sur ce fœtus. Sa langue se recouvre de petites pointes. Tous les félins en ont, mais elles sont particulièrement présentes chez le lion. Elles l'aident à détacher la chair des os. « 60e jour après la conception. Dans 3 jours, les chatons naîtront. Les lionceaux ne sont qu'à la moitié de leur séjour dans le ventre de leur mère, mais ils sont déjà plus gros que les chatons. Grâce à ces images, on peut voir que le futur lionceau est beaucoup plus musclé que ses cousins. On commence à voir apparaître des caractéristiques qui lui donneront la force et la puissance nécessaires pour maîtriser des proies 5 fois plus grosses que lui. Mais ce qui le différencie vraiment des chatons est beaucoup moins visible. C'est l'arme absolue du lion et sans doute sa plus personnelle. Son rugissement. Ce signal sonore s'entend à 8 km. Bizarrement, comme tous les grands félins, les lions sont incapables de ronronner. Alors que les chats et les félins de petite taille ronronnent, mais ne savent pas rugir. Cette différence s'explique par la présence d'une série de petits os qui relient la base de la langue au larynx. Ces os permettent aux hommes de parler et aux lions de rugir. Chez le lion, ces os ont une zone élastique qui laisse le larynx s'étendre. Quand il rugit,
L'air peut ainsi vibrer dans une cavité plus longue et produire un son riche et profond. L'appareil hyoïdien du chat, lui, est rigide. Quand il respire profondément, il se met à vibrer rapidement et les cordes vocales à faire ce petit roulement typique du ronronnement. Le ronronnement génère un bruit, mais aussi un sentiment de bien-être, car il libère des endorphines dans le cerveau du chat. Ces morphines naturelles le calment et le détendent. C'est pour cette raison que les chats ronronnent, non seulement quand ils sont heureux ou fatigués, mais aussi quand ils ont peur. C'est leur façon à eux de combattre le stress. Les endorphines calment aussi la douleur et vont donc jouer un rôle important pendant la mise bas de notre chatte. Après 63 jours d'extraordinaires métamorphoses dans l'utérus de leur mère, les chatons sont au bout du voyage. Pendant la gestation, leur mère a pris environ 25% de son poids. Ces 7 bébés font maintenant environ 13 cm de long. Dans quelques heures, ils connaîtront le premier grand choc de leur vie, le traumatisme de la naissance. Les petits de la lionne, eux, ne naîtront pas avant 47 jours, mais ils grandissent vite et acquièrent les traits qui les aideront à vivre dans la savane. Leur fourrure prend une teinte mordorée qui leur permettra de se fondre dans le paysage. Leurs pattes sont déjà puissantes et leurs extrémités étonnamment volumineuses. À l'âge adulte, elles feront 25 cm de large, ce qui leur permettra de déchirer des organes internes et même de briser des os d'un simple coup de patte. Mais le plus dangereux, ce ne sont pas leurs pattes, mais leurs griffes. Elles sont déjà bien dessinées. Après la naissance, elles seront l'une des pièces maîtresses de leur arsenal. Souvent plus longues qu'un doigt humain, elles sont suffisamment aiguisées pour se planter dans des grosses proies et arracher des lambeaux de chair. Pour ne pas blesser leur propriétaire, elles se rétractent dans des fourreaux de peau, comme chez la plupart des félins. Le fœtus est en train de s'équiper d'une autre arme fatale. Dans sa gueule se trouvent les bourgeons d'où émergeront ses dents. Les chats et les lions en ont 2 séries, comme les hommes. À l'âge adulte, elles seront les armes les plus redoutables des chats et des lions, des armes pour tuer. Les canines des lions font la longueur d'un cran d'arrêt et sont si solides qu'elles pourraient casser une brique en 2. Mais ça ne les empêche pas d'être extrêmement sensibles. Des récepteurs de pression se forment sous chaque canine pour que le lion puisse sentir quand il doit achever sa proie. Mais d'abord, il faut l'attraper. Il la traque silencieusement et saute dessus sans prévenir. Les lionnes ont mis au point une technique de chasse particulière. Elles tuent leur proie par strangulation. Elles verrouillent leur mâchoire sur la trachée de l'animal qui étouffe en quelques minutes. Les lions, comme les chats, traquent souvent leur proie avant de l'attaquer par surprise. Mais certains félins s'y prennent autrement. À la vitesse de l'éclair, les guépards sont les animaux les plus rapides du monde. Ils peuvent passer de 0 à 70 km/h en 2 secondes et faire des pointes à 110. Le guépard est intégralement conçu pour courir vite. C'est pourquoi son aventure intra-utérine diffère de celle des autres félins. Il suffit de le voir se développer dans le ventre de sa mère pour comprendre l'origine de son incroyable vélocité.
Il a par exemple des pattes et un dos beaucoup plus longs qu'un lion ou un chat. C'est le fruit d'une évolution nécessaire. La colonne vertébrale d'un guépard adulte ondule quand il court pour allonger sa foulée. Il peut ainsi faire des foulées de plus de 7 mètres, c'est-à-dire presque le triple des foulées d'un sprinter olympique. Mais ce n'est pas tout. Ce fœtus a aussi de grandes narines, de gros poumons et un gros cœur qui faciliteront la circulation de l'oxygène dans son corps pour atteindre ces vitesses stupéfiantes. Même la queue de ce fœtus est plus longue que celle d'un lion. Plus tard, elle l'aidera à stabiliser son corps quand il changera brusquement de direction. Comme les lions et les chats, les guépards profitent du temps passé dans le ventre de leur mère pour s'armer pour leur future existence. Pour les bébés chats, ce temps est révolu. Dans quelques secondes, ils verront le jour. Ce qui a commencé avec une seule et unique cellule est devenu, au bout de 63 jours passés in utero, un chaton parfaitement formé, prêt à affronter la vie. La température du corps de la mère passe de 38 à 37 degrés. Elle est nerveuse et cherche un endroit chaud et discret pour mettre bas. Plus le travail avance, plus le taux d'ocytocine, une hormone présente dans le sang, augmente et fait se contracter les muscles de l'utérus. De puissantes contractions poussent le chaton vers le plancher pelvien. Notre chatte va bientôt devenir mère. Un nouvel être vivant voit le jour, la tête la première. En le léchant pour le nettoyer, sa mère stimule la respiration. « 63 jours de métamorphoses incroyables qui aboutissent à ça. » Une demi-heure après le premier chaton, un second se prépare à arriver. Il est en siège. Un tiers des félins naissent la queue en premier. Toutes les naissances par le siège sont potentiellement dangereuses, mais bizarrement, seulement 7% des félins meurent à la naissance. Son instinct pousse la mère à manger le placenta. Il contient un fort taux d'ocytocine, une hormone puissante qui déclenche la production de lait quand elle passe dans le sang. Mais ces effets ne sont pas que physiques. Ils influent aussi énormément sur le plan psychologique. Chez tous les mammifères, même les hommes, l'ocytocine fait naître un sentiment de confiance et d'affection. Elle aide la mère à tisser des liens avec ses petits. Sans cette surdose hormonale, elle pourrait les rejeter. À la naissance, les chatons ne pèsent que 100 grammes, soit 3% du poids de leur mère. Mais dans une semaine, ils auront doublé de volume. Comme ils sont aveugles, les chatons se servent de leur odorat pour trouver les tétines de leur mère. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils monopolisent souvent la même. Avec les glandes situées sur leurs pattes, ils marquent leur territoire de leur odeur. Quand un chaton est dévié de sa trajectoire, il retrouve vite sa cible. Aveugles et sourds les premiers jours, les chatons dépendent entièrement de leur mère. Mais cela ne dure pas longtemps.
La deuxième semaine, leurs yeux commencent à s'ouvrir. Vers 3 semaines, leurs oreilles se redressent et ils font leur premier pas. À 6 semaines, ils chassent, sautent et bondissent. Nos mini-prédateurs peuvent enfin voir et jouer. Nos 3 lionceaux, à l'abri dans le ventre de la lionne, approchent aussi du terme. Leur mère se prépare à mettre bas. Comme les mâles sont souvent agressifs avec les petits, la femelle quitte les siens pour chercher un endroit sûr et isolé. Elle finit par se cacher dans un bâtiment de la réserve. Une chance incroyable pour nous. Des caméras à infrarouge soigneusement placées vont nous permettre d'obtenir des images d'une grande rareté. La lionne est d'abord méfiante. Mais quand le travail s'intensifie, elle se calme. Ses contractions deviennent plus régulières. Ces bébés se sont tournés pour pouvoir sortir la tête en premier. Lentement, le premier lionceau commence à apparaître. À la contraction suivante, la lionne se lève. Le petit est enfin né, toujours relié à sa mère par le cordon ombilical. Une demi-heure plus tard, le deuxième bébé apparaît. Et enfin, le troisième. Les 3 lionceaux, tous en parfaite santé, commencent à téter. Quand ils sont petits, même les lions sont vulnérables. C'est pourquoi ils doivent vite grandir. À 3 jours, ils voient suffisamment bien pour trouver des endroits ombrageux où se cacher. Dès leur naissance, ils réagissent aux bruits menaçants contrairement aux chatons, qui n'entendent qu'au bout de 12 jours. À 6 semaines, les lionceaux sont suffisamment grands pour rejoindre la troupe. Contrairement aux chats qui sont solitaires, les lions élèvent leurs petits à plusieurs. On apprend plus vite à se débrouiller en collectivité. Ces lionceaux ont fait un voyage incroyable. De ça à ça. Les chatons ont suivi le même chemin, sans atteindre la même destination. Leur séjour dans le ventre maternel en a fait des êtres uniques. De l'incroyable amortisseur naturel qui protège les futurs lionceaux pendant la chasse, au canaux de l'oreille interne des chats qui leur permettent de retomber sur leurs pattes. 2 représentants de la famille des félins, liés par la prédation, mais différents par la taille et les aptitudes. L'un conçu pour vivre dans le dédale de l'habitat humain, l'autre pour relever les défis de la vie dans la savane. Chaque poil, chaque caractéristique, chaque articulation, chaque membre sculpté dans cet univers parallèle qu'est l'utérus.